Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Forza Home Télé. Bienvenue pour cette vidéo où je vais parler à la fois du trio offensif rêvé pour la saison 2022-2023 et le Flash Mercato numéro 18 qui peut évidemment influencer aussi le trio offensif puisqu'il y a, a priori, il y a des éléments en attaque qui sont sujets à partir, enfin en tout cas c'est le souhait des dirigeants marseillais, avant la fin du mercato, avant donc le 31 août à minuit. Donc on va déjà faire le point sur les forces en présence. Après je vous dirai moi ce que j'espère, ce que je veux, voilà, avec les moyens évidemment qu'on peut avoir avec les forces actuelles. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que bon, on sait que l'OM joue avec deux milieux relayeurs et ensuite trois joueurs offensifs et peut même avoir des fois un autre milieu qui est en fait un milieu relayeur mais qui peut se positionner dans ce poste-là, ce qui peut être le cas de Verroutou par exemple, qui peut très bien occuper ce poste-là. Bon, on va dire, admettons que on fasse jouer trois joueurs offensifs au poste donc des deux milieux offensifs derrière l'attaquant. Voilà, on part sur ça quand même. Alors, il y a plusieurs possibilités. Bon, le mieux déjà, c'est savoir où c'est qu'Alexis Sanchez doit évoluer. La plupart du temps, Alexis Sanchez doit jouer derrière un attaquant. Voilà. Après, il peut jouer devant. Enfin, contre Brest, au début, il a joué derrière Milik. Et ensuite, il a joué seul devant. Donc lui, je dirais peu importe. Mais bon, ça influence forcément à savoir si on met un autre attaquant ou pas. Mais je dirais à part Milik, il y en a d'autres qui peuvent évoluer derrière l'attaquant, comme Dieng, comme pas Alexis Sanchez, Luis Suarez, voilà. Ou Payet, ou Gerson, comme ça. Donc voilà, donc Alexis Sanchez, ben, on le met, ça c'est obligé, voilà. Alors évidemment, après, il jouera peut-être pas 90 minutes, il y a des matchs où on le reposera, voilà, évidemment, on a un effectif, comme je vous répète, en plus il y a 5 changements, donc c'est important évidemment de faire tourner. Mais on part de ce postulat-là d'une équipe type. Donc Alexis Sanchez, ok. Ensuite, donc à ses côtés, il y a plusieurs possibilités, en gros il y en a trois, c'est Payet, c'est Gerson, et c'est Luis Suarez. Ou même, non, il y a Munder, oui, parce que Luis Suarez est plus devant. Je dirais que, ouais, peut-être à ce poste, c'est pas trop adapté quand même, Luis Suarez. Donc, je dirais plus Gerson, Under ou Payet. Je pense que voilà, il y a ces trois. Alors, moi, je suis fan de Gerson, je suis fan de Payet, j'aime bien Under. Mais bon, clairement, je pense qu'Under à ce poste, on l'a vu, c'est quand même pas top top quoi. Les deux premiers matchs, le premier a été, bon, on va dire correct, mais insuffisant, et le deuxième a été catastrophique. Bon, voilà, on sait que c'est pas son poste, il faut qu'il soit ailier lui, donc je pense qu'il doit pas rentrer dans ce système-là. Puis en plus, il faut aussi qui confirme, hein, qui confirme sa première saison. Moi, je suis fan de joueur, mais j'ai un petit peu des doutes qui- voilà, de sa réussite dans le système d'Igor Tudor. Donc moi, je ne le ferai pas jouer. En fait, j'hésiterais entre Gerson et Payet, et je dirais que il faudrait les faire tourner, quoi. Moi, dans l'idéal, ça serait ça, parce que j'ai pas envie de perdre Gerson non plus. Et j'ai pas envie de perdre Payet non plus. Et je pense que Payet doit aussi s'économiser, il peut plus faire tous les matchs. Donc, moi, je ferai tourner entre les deux. Et je suis convaincu déjà depuis la saison dernière et du début de cette année, même si je l'espérais, que pour moi, on ne peut pas aligner à la fois Payet et Gerson. Ce qui est pourtant, voilà, je ne l'ai pas encore changé, vous voyez, dans mon équipe type, dans mon effectif. Ah si, je l'ai changé, puis j'ai mis Alexis Sanchez. Au départ, j'étais parti sur ça, mettant Gerson et Payet. Mais je pense que pour moi, c'est pas possible. Déjà, avec le système de jeu d'Igor Tudor, va falloir évoluer très vite vers l'avant. Il faut des joueurs qui courent, qui s'aillent vite. Bon, mais Gerson et Payet, c'est pas du tout leur point fort, quoi. Donc, je pense qu'il en faut un des deux, puisque bon, il faut quand même un joueur technique, un joueur créatif, qui puisse apporter des solutions, soit tout seul, ou soit dans les espaces courts, ou soit en profondeur. Enfin voilà. Donc moi je dirais, je mettrais Gerson ou Payet. Je veux dire, il faut que dans le même match, je pense qu'il faut que les deux jouent. Donc à la limite, mais je mettrais Payet d'entrée
pour que lui, c'est compliqué de le mettre sur le banc quand même, c'est le capitaine. Donc je pense que, alors évidemment, il faut qu'il ait aussi perdu son poids, comme on l'a vu, et c'est vrai qu'on le voit, il perd son poids, il faut qu'il soit physiquement au top, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans l'idéal, je dirais pas maintenant, quoi, mais après le 1er septembre, on va dire. Donc je mettrai Payet d'entrée, et puis voilà, 60, 65e, 70e, je fais rentrer Gerson, mais Gerson peut aussi rentrer en milieu relayeur, enfin voilà, il faut que Gerson aussi, il retrouve son niveau, évidemment. Donc voilà, je partirai comme ça au niveau des milieux offensifs. Et devant, moi je mettrais Dieng. Moi, mon idéal c'est mettre Dieng. Le problème, je vous parle de là, et il y a les grandes chances qui partent d'ici la fin du mercato, j'en suis maintenant quasiment sûr, même si lui il ne veut pas partir. Il est poussé, il est poussé très fort par les dirigeants marseillais et par Pablo Longoria notamment. Et donc, on va le faire partir. Alors après, est-ce que ça sera un prêt sans option? Est-ce que ça sera un prêt avec option d'achat? A priori, on n'est pas trop pour. Un transfert direct, ça dépend aussi des offres, évidemment. Mais bon, voilà, je pense qu'il va partir. Là, on est au 17 août. Pour l'instant, il n'est pas parti. Donc, pour moi, l'idéal, ça serait, comme je l'ai mis en bas, Sanchez, Payet, Dieng, comme attaque rêvée. On peut dire en mettant Gerson là. Après, comme je vous l'ai dit, il faut les 5 changements. Donc, pour moi, il faut faire tourner. Après, vous faites rentrer Luis Suarez parce que moi, j'y crois pas mal à ce joueur aussi. Je trouve qu'il peut apporter, il est totalement adapté au système d'Igor Tudor, très rapide, très physique, pressing, sens du but aussi. Donc voilà, tu fais rentrer Alexis Sanchez, Luis Suarez ensuite. Et après, tu as toujours sur le banc Under ou Bakambu, voilà. Ça, c'est l'idéal de l'effectif actuel. Oui, je ne parle pas de Milik. Pourquoi je ne parle pas de Milik? Mais enfin, on va parler après, du coup, qui doit partir pour moi à la fin du mercato, a priori, pour équilibrer les finances, pour aussi avoir un effectif pas trop pléthorique en attaque, il faudrait qu'il y en ait 2 qui partent. C'est à peu près ça, quoi. Puisque on a quand même 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 éléments pour 3 postes, quoi. 8 éléments pour 3 postes, c'est trop. Il en faut le double. Alors, s'il y en a un de plus, c'est pas grave. Surtout Gerson qui peut jouer aussi en milieu relayeur. Il n'y a pas de souci. Mais vous comprenez bien que du coup, il faut qu'il y en ait au moins un qui parte, voire 2. Donc, qui doit partir? Et je vais parler de l'ami Milik. Milik, je l'ai toujours défendu, j'ai toujours trouvé que c'était un grand attaquant, ça fait un moment qu'on n'avait pas un attaquant comme ça, mais ça c'est au niveau potentiel. Le problème c'est que Milik, il est très souvent blessé, il est assez fragile, il a eu énormément de blessures chez nous qui durent, ça c'est un premier constat. Ensuite, il est assez pâteau sur le terrain. Je suis désolé, quand par exemple tu lances un ballon en profondeur, tu sais que Milik il n'ira pas au bout, quoi. Ça, tu le sais d'avance. Quand c'est Luis Suarez, quand c'est Alexis Sanchez, quand c'est Dieng, quand c'est Bakambu, ils peuvent aller au bout. Milik, il ne veut pas y aller. Donc, il ne peut pas jouer en profondeur. Donc, dans ce système de jeu, c'est un peu compliqué. Ensuite, certes, effectivement, il peut recevoir des centres des pistons. Mais force est constatée qu'il se place quand même très très souvent mal, quoi. C'est pas que cette saison, je trouve qu'il est pas souvent, il sent pas le coup, il se met pas au premier poteau quand il faut être au premier poteau, ou au deuxième poteau quand il faut l'être. Moi je trouve qu'il joue très mal le coup. Je pense il a baissé de niveau, clairement. Voilà, il a perdu son top, son niveau, son climax. Donc il y a ça, il a toujours des qualités, on le voit, on le sent, mais voilà, on le trouve pâteau. Techniquement, il est là, il peut faire des remises, tout ça, mais après, il se procure pas beaucoup d'occasions, il n'est pas menaçant, il n'est pas dangereux. Quand un Dieng rentre sur le terrain, il va se procurer beaucoup d'occasions. Luis Suarez, bon, on peut pas trop le juger, il a fait qu'un match, mais bon, il rentre, il marque 2 buts quand même. Donc voilà, Senji Dunder, il peut mettre le feu aussi. Bakambu, il est très souvent décisif, pas décisif quand il rentre. Donc c'est un peu compliqué pour l'ami Milik. Gerson, quand il est à son niveau comme en fin de saison dernière, il fait des choses assez extraordinaires. Donc, et Payet, c'est pareil, c'est quand même le monsieur plus aussi. Donc pour moi, franchement, c'est récent, hein, mais c'est en analysant le début de saison de Raymond Mourant, la saison dernière, en voyant l'effectif qu'on a et le potentiel aussi financier, parce que Milik, il peut nous rapporter, je sais pas, 8, 10 millions, 15, j'en sais rien,
15 c'est peut-être un peu trop peut-être, mais il peut nous apporter de l'argent et il y a des clubs qui le convoitent, je vais en parler après dans le flash mercato. Donc pour moi, j'exfiltrerai, alors ça me ferait un peu mal au cœur parce qu'un attaquant comme ça qui parte, voilà, mais je ne suis pas persuadé qu'il nous fasse une grande saison. Et je suis persuadé que oui, qu'Alexis Sanchez, que Dieng, que Luis Suarez, eux peuvent être totalement adaptés au foot actuel, au football mondial actuel, et à ce système d'Igor Tudor. Donc moi, j'exfiltrerai Milik et j'exfiltrerai Bakambu dans l'idéal. Bakambu, potentiellement, c'est pareil, c'est un gros attaquant qui peut être rapide. Alors pourtant, il a l'air pas tôt, il a l'air pas d'amassé, alors qu'on l'a vu rapide avant et à Villarreal. Mais c'est pareil, est-ce qu'il n'est pas aussi sur le déclin? Donc moi, dans l'idéal, je ferais partir Milik et Bakambu, comme ça je pourrais garder Dieng, je pourrais garder Under, parce que ça m'embêterait quand même que Under reste. Et après, donc avec Payet, avec Gerson, avec Luis Suarez, avec Alexis Sanchez. Donc voilà, moi ce que j'espère. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on ne le sait pas, et même les dirigeants actuels ne le savent pas non plus, parce que ça dépend aussi des offres. S'ils ont des offres pour Milik, s'ils ont des offres pour Dieng, qui leur conviennent bien sûr, s'ils ont des offres pour Under, a priori ils ont les offres pour les trois aussi, et pour Bakambu, ils en ont, mais Bakambu ne veut pas partir. Donc Bakambu, il y a grande chance que lui reste. Donc voilà ce que je pense de ce secteur offensif, et on verra comment ça évolue. Voilà, on va passer au Flash Mercato 18 maintenant, qui sera plus court, mais on va vous donner quelques infos. Alors, on l'a attendu tous les jours, on nous a dit vendredi, il va arriver, finalement ça sera lundi, finalement ça sera mardi, finalement ça sera mercredi. Là, c'est fait. Aujourd'hui, donc, tous les papiers, tous les derniers règlements administratifs ont été bouclés. Issa Kabore va signer aujourd'hui un prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros. Manchester City conserverait la future option de rachat incluse dans l'accord, selon Fabrizio Romano, qui l'a confirmé à 2 reprises. Ça, c'est un peu embêtant parce que du coup, ils peuvent le racheter après. Mais bon, voilà. Donc là, il y a Titi, c'est toi le boss, qui l'a vu à la commanderie ce matin. Donc là, ça va être officialisé bientôt. Et peut-être qu'au moment de la vidéo, quand elle va sortir, ça sera le cas. Donc Issa Kabore, très bonne recrue. Voilà, ça va être vraiment un numéro 1 bis avec Jonathan Klaus. Et quand Jonathan Klaus jouera à gauche, il pourra jouer lui aussi. Donc c'est vraiment un bon coup que l'OM a réalisé. L'agent de Baba Dieng négocie pour un prêt sans option d'achat à Lorient. Cette option plaît au joueur qui aimerait rester en France pour sa progression, selon l'équipe. Le Sénégalais de 22 ans qui intéresse aussi l'OGC Nice. Bon, ça fait plusieurs semaines qu'il dit qu'il veut rester à Marseille, mais bon, comme il est poussé par la direction, bon, il a bien compris et puis voilà, ça fait 2 fois qu'il n'est pas dans le groupe des matchs, quoi. Enfin, il est écarté au dernier moment, il va en tribune, et il participe pas aux oppositions d'avant-match. Donc voilà, il a bien compris qu'il a intérêt à partir. Bon, qui veut rester, sa priorité c'est rester en Ligue 1. Bon, le club niçois, lui, préparait une offre de prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Moi, mon opinion, c'est je surtout pas qu'il aille à Nice, ça c'est clair. Qu'il aille à Lorient, un prêt sans option d'achat, mais je pense que ça serait peut-être le mieux, qu'il soit titulaire, qu'il flamme, qu'il mette 15 buts dans la saison. Bon, qu'il ne nous marque pas à nous, mais qu'il nous marque contre les adversaires. Et voilà, il faut, disons que s'il doit partir, il faut qu'il joue et qu'on puisse le récupérer, quoi. Ça serait l'idéal, quoi, parce que s'il part et en plus on va le vendre, on va le brader, quoi. Ça non, quoi. Donc moi je pense que un prêt sans option d'achat à Lorient, ça serait idéal, parce que voilà. Moi dans l'idéal, je préfère le garder, je vous l'ai dit, mais j'ai bien compris que les dirigeants de Marseillais sont plus enclins à le céder. Javier Ribalta, dimanche soir, avant le match, a dit que pour Dieng et Caleta-Car, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse n'est arrivée pour le moment. Bon, ça peut évoluer, on est le 17 août, le fin du mercato, c'est le 31 août. Pour Strootman et Amavi, nous avons des intérêts, ça pourrait se décanter dans les prochains jours. Selon les informations de Sport Media 7, Pablo Longoria aurait recalé Tchemoué Bakayoko, qui a été proposé à l'OM. Bon, mais ça forcément, c'était avant qu'on signe Jordan Verretou, hein. On ne signera pas d'autres milieux. À part 2 départs dernier moment de Gay et de Guendouzi, par exemple, mais bon, voilà. Mercato, il ne faut jamais dire jamais, de toute façon, mais bon, non. Selon Relevo, le club du Celta Vigo, donc tenterait de convaincre Cédric Bakambu de signer chez eux. Le joueur leur a fait savoir que l'argent n'était pas un problème, mais qu'il y avait toute sa famille à Marseille, il ne souhaitait pas déménager, on l'a bien compris. Bon, j'ai l'impression que lui, par contre,
Pour un jeune, bon, c'est plus facile de le faire partir, quoi. Voilà, Bamba Dieng, tu le pousses un peu, il est un peu jeune, bon, ben voilà, il va pas trop, il va pas, il va dire oui, quoi. Alors que Bakambu, surtout avec son gros salaire, il va dire, les cocos, moi j'ai un gros salaire, maintenant, je vais pas bouger, quoi. L'OM veut se séparer de Duje Kaletacha, on le sait, qu'il reste un an de contrat. D'après le journaliste Ashley Price, le Croate est pisté par Aston Villa. Avec la grosse blessure de Diego Carles qui a subi une rupture du tendon d'Achille ce week-end, Aston Villa va devoir relancer ses plans B au poste de défenseur central. Bon, le problème c'est qu'à chaque fois, Duje Kaletacha est mis dans les plans de certains clubs, mais c'est pas la priorité, quoi. Donc, est-ce que ça sera la priorité cette fois-ci? On l'espère, évidemment. Moi, comme je vous l'ai dit, je veux qu'il parte. Le club turc de Galatasaray, très actif sur le mercato, aurait accéléré pour faire revenir Cengiz Ünder en Turquie. Un prêt avec option d'achat serait à l'étude. La direction marseillaise n'aurait pas l'intention de se séparer de l'international turc, mais elle pourrait se raviser si aucun autre joueur n'était vendu à la fin du mercato. Voilà ce que je vous dis tout à l'heure, c'est qu'en fait, eux, ils attendent de voir les offres qu'ils ont, et s'ils ont possibilité de partir deux joueurs, ils feront partir les deux joueurs, et je dirais n'importe lequel, sauf évidemment les recrues qui viennent d'arriver. En cas de qualification pour la C1, le Dynamo Zagreb tentera de recruter Jordan Amavi selon Index R et plusieurs médias croates. Bon, pour information, au match aller, c'était hier, le club a perdu le Dynamo Zagreb 1-0 à l'extérieur. Pour le journaliste de Prime Video Karim Benani, l'OM aurait proposé Arkadiusz Milik à plusieurs clubs européens comme Everton, Manchester United et la Juve. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que ça prouve que c'est l'OM qui cherche à vendre Milik et pas les clubs qui vont se renseigner sur Milik. C'est totalement différent. Ça veut dire que peu importe, ils veulent vendre et peut-être aussi qu'ils ont un peu la même réflexion que moi en se disant que bon, finalement, Milik, peut-être qu'il vaut mieux qu'on le vende. L'OM va enregistrer une 5e recrue dans la lignée de sa politique de post-formation. Selon le journaliste de la Provence Alexandre Jacquin, l'OM devrait débourser 700 000 euros et pas 10 millions d'euros comme on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux, pour le recrutement de Saya Seha, jeune ailier gauche de 17 ans d'origine malgache en provenance de Troyes. Il compte 2 sélections en équipe de France U17, il était courtisé par le Bayern et Manchester United. Ça c'est intéressant, cette politique de formation, je dirais, ça fait des années et des années qu'on nous dit qu'on fasse, que l'OM va faire une politique de formation. Dans les faits, c'est plat. Là, Pablo Longoria, lui, il va recruter des joueurs en post-formation. Voilà, son centre de formation, il est pas top. On va chercher des joueurs qui sont déjà formés et on va les faire végéter en équipe réserve ou en équipe jeune. Et ensuite, ils seront peut-être disponibles pour les pros. Ça prendra moins de temps, ça prendra pas 3, 5, 7 ans pour arriver à maturité. Là, ils peuvent très rapidement être là pour la post-formation. Ça fait déjà 25 joueurs pour l'équipe réserve, beaucoup de nouveaux joueurs en équipe réserve ou en équipe jeune. Donc moi je trouve que c'est intéressant et puis ces jeunes-là ils peuvent après percer en équipe première à moyen terme. Donc c'est une politique intelligente je pense. On n'a pas les centres de formation des gros clubs français et donc c'est peut-être la solution idéale pour y parvenir, quoi. Voilà les amis, on termine là. Donc je ferai plusieurs des vidéos avec des sujets plutôt que faire que le débriefing de match ou le mercato. Bon, le mercato, on va aller jusqu'au bout, hein, voilà, on va continuer. Mais peut-être on couplera les deux et on fera un sujet, voilà. Comme ça, on pourra aller au fond du sujet, au fond des dossiers, des choses qui peuvent évoluer et qui sont intéressantes à débattre. Voilà les amis, n'hésitez pas de liker cette vidéo, c'est important, de relayer mes tweets pour que la vidéo remonte et que les amis de la Team OM puissent la voir. Allez, à bientôt, au revoir.